La seconde partie de notre débat consacrée ce soir aux déclarations du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. Déclaration sur l'antenne de France 24 qui affirme que l'Arabie Saoudite et le Qatar soutiennent le terrorisme en Irak et à travers le monde. Ce soir, l'agence officielle saoudienne parle de déclarations totalement irresponsables et sans fondement. La région est-elle menacée par un conflit de grande ampleur entre chiites et sunnites? Eh bien, on va en parler dans un instant avec nos invités. Mais Nathalie Goulet, je voudrais qu'on revienne sur l'enjeu pétrolier dans la région. L'Arabie Saoudite, premier producteur mondial aujourd'hui de pétrole. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, si les sanctions sont levées et si l'Iran retrouve sa place, l'Arabie Saoudite perd la sienne. Et elle perd gros. Parce que c'est les revenus pétroliers, c'est la seule chose qu'elle a. Elle n'a pas de revenus intellectuels, elle n'a pas de revenus industriels, elle n'a rien d'autre que ça. Et puis vous avez mentionné tous ces pays, mais il y a une chose que vous n'avez pas mentionnée. Alors les guerres sunnites, chiites, c'est intéressant intellectuellement. Mais la réalité, c'est un très gros problème de gouvernance. Et tous ces États ont des problèmes lourds de gouvernance. Et je sais que je vais vous choquer, mais l'Iran, à côté des pays du Golfe, fait figure de démocratie. Je veux dire, les femmes sont éduquées. C'est une charia comme d'ailleurs, mais il y a quand même une très grosse différence de la nature de civilisation. Et moi, je pense que, d'abord, l'Arabie Saoudite s'est beaucoup opposée à l'accord sur le nucléaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle a tellement été opposée qu'elle a ouvert son espace aérien à Israël, ce qui est quand même extravagant quand on connaît un peu l'histoire. Et donc, je pense que l'Arabie Saoudite est dans une situation de très grande fragilité. De très grande fragilité. Et ça peut justifier beaucoup de réactions. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de fédérer autour d'elle pour retrouver un leadership dans la péninsule qu'elle est en train de perdre. Elle le perd à cause de sa gouvernance et elle le perd à cause de la résurgence de l'Iran. Il y a un troisième élément. Ouais, il y a un troisième élément. Je suis tout à fait d'accord avec ce que a été dit. Il y a un troisième élément, c'est que l'Arabie Saoudite a perdu quasiment historiquement. Je m'explique. En fait, à partir des années 70, l'Arabie Saoudite a investi énormément dans les mouvements wahhabites, les mouvements extrémistes en termes occidentaux de l'islamisme. Dans toute la région, et surtout après 91 en Asie centrale. Et finalement, on a vu que ce mouvement-là, cette tendance-là, avec la création des milliers des écoles coraniques au Pakistan, dans les zones frontalières, dans les zones tribales, finalement se transformait en quoi? En base de mouvements qui venaient d'être nés, Al-Qaïda. On a vu le soutien qu'a apporté l'Arabie Saoudite. Évidemment, ce n'était pas seul. Il a accompagné la politique occidentale et surtout américaine dans la guerre ou la résistance afghane contre l'Union soviétique. Et il a ouvert le robinet de financement, mais surtout, c'est à partir de cette époque-là qu'on assiste à l'afflux des bénévoles ou des militants étrangers, arabes, etc., dans cette guerre-là. C'est là que l'Al-Qaïda, à partir de là que l'Al-Qaïda a été créée. Donc, cette volonté de l'Arabie Saoudite d'avoir une influence au terme de religion, si vous voulez dire, s'est transformé finalement à la création d'Al-Qaïda et à tout ce qu'on assiste aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite était obligée de déclarer maintenant, il met Al-Qaïda sur la liste noire des organisations terroristes. Alors, deux questions pour vous, Roland Jacquard. Vous disiez qu'un temps, l'Arabie Saoudite, en effet, soutenait les mouvements terroristes, qu'aujourd'hui, donc, et Karim Sader disait la même chose, que c'est plus le cas, qu'elle a rétropédalé. Pourquoi ? Alors, sous la pression des Américains et des Russes, parce qu'elle s'est rendue compte à un moment donné qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Et aujourd'hui, les relations avec les États-Unis sont pas très bonnes, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et puis, il y a des problèmes de succession. En Arabie Saoudite, il y a un monarque qui est très âgé, il y a un certain nombre de gens qui vont quitter le pouvoir, donc il y a des luttes sourdes de succession. Et puis vous avez la France aujourd'hui. Elle est proche de l'Arabie Saoudite. Elle profite d'ailleurs un peu de ce refroidissement des relations entre Riyad et Washington. Qui se détourne des États-Unis, elle revient vers la France. On voit ce qui s'est passé lors de la visite du président de la République en Arabie Saoudite fin décembre, c'est-à-dire que les Saoudiens ont dit en quelque sorte à la France... ayez une position ferme en Syrie,
Et en même temps, on va vous donner les moyens de refinancer l'armée libanaise, ce qui est en train de se faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 milliards de dollars qui vont être donnés à l'armée libanaise, financés par l'Arabie saoudite. Donc, on sent que les Saoudiens cherchent des appuis extérieurs. Et puis, les Saoudiens étaient un petit peu agacés aussi par le fait que les relations entre la France et le Qatar prenaient trop d'expansion. Et donc, dans ce conflit aussi, ce qui va définir aussi le contour futur de la région, c'est ce qui va se passer en Syrie aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même en Syrie, les groupes qui combattent sont divisés en plusieurs. Il y a ceux qui sont soutenus par le Qatar, ceux qui sont soutenus par l'Arabie saoudite, mais il y en a certains qui sont soutenus par l'Irak et par le Hezbollah, avec des gens qui viennent d'Irak et qui vont combattre aux côtés de gens du Hezbollah contre le régime de Saddam Hussein. Donc c'est ce qui va se passer. Contre le régime de Bachar el-Assad ? De Saddam Hussein, d'Assad. Mais oui. le Hezbollah ne combat pas contre le régime de Bachar el-Assad. Le Hezbollah aujourd'hui est aux côtés. Oui, du aux régime de côtés. Je Bachar veux dire qu'ils el-Assad. combattent aux côtés. Je veux dire, Oui. voilà, qu'ils vous combattez aux côtés. Donc c'est une situation qui devient extrêmement compliquée. L'Orient de plus en plus compliqué. Karim Sader. Oui, je voudrais juste apporter un éclaircissement par rapport à la position de l'Arabie saoudite vis-à-vis de la carte terroriste. Il faut bien insister sur le fait que c'est une carte qui leur a brûlé les doigts à plusieurs reprises. Il faut bien dire que l'Arabie saoudite a énormément pâti de cette stratégie. En 2003, quand les chiites prennent le pouvoir à Bagdad en Irak, 1/5 des contingents djihadistes qui vont combattre le nouveau pouvoir hérétique, entre guillemets, chiite, vient d'Arabie saoudite. Sauf que ces Saoudiens, quand ils rentrent au pays, ils constituent une menace pour la légitimité même des Saouds. Et c'est les épisodes sanglants des attentats de Riyad entre 2004 et 2006. Donc l'Arabie saoudite a pris conscience qu'il fallait organiser une politique musclée, des coups de filet anti-Al-Qaïda. Ça a été l'œuvre de Sultan, donc, qui est décédé et dont le successeur n'est autre que le fils, Mohammed Ben Sultan, qui est le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Donc cette carte terroriste, elle se retourne parfois contre l'Arabie saoudite. Donc pour comprendre aujourd'hui la modération des Saoudiens, encore une fois par rapport à... Ce rétropédalage, c'est lié à la peur même des Saouds vis-à-vis de cette carte islamiste, parce qu'elle se retourne contre eux. Il ne faut pas oublier que dans l'idéologie islamiste, notamment d'Al-Qaïda, il y a l'ennemi lointain, le grand Satan, Israël, etc. Mais il y a aussi l'ennemi proche, le traître, celui qui a pactisé avec le grand Satan, c'est-à-dire la maison des Saouds. Ce qu'on peut noter aussi d'un point de vue opérationnel, qui est très important, c'est que les services de renseignement saoudiens deviennent de plus en plus actifs secrètement. Par exemple, au Liban, il y a eu 2 attentats majeurs contre des responsables du Hezbollah, et il est certain que c'est les services saoudiens qui ont été... Contre les diplomates iraniens. Contre des diplomates iraniens, il est certain que c'est les services secrets saoudiens qui étaient derrière ces opérations. Donc il y a une vraie guerre aujourd'hui qui se passe dans toute cette région. Si vous dites qu'ils étaient derrière cette opération, ça veut dire qu'ils soutiennent toujours le terrorisme alors. Pour eux, ils soutiennent des gens. Ils attaquent le Hezbollah, ils attaquent l'Iran parce que l'Iran et le Hezbollah soutiennent la Syrie. Voilà leur raisonnement. Un tout petit point sur la Syrie, rapide. 2 secondes. Karim Sader, un point. Un tout petit point, juste. L'Arabie saoudite aujourd'hui est en train d'empêcher le Qatar de financer Al-Nosra en Syrie. Et ça, c'est parmi les islamistes en Syrie, sont en train de critiquer. Il y a des critiques à l'égard de l'Arabie saoudite, parce que l'Arabie saoudite ne veut pas donner un gage à Assad en disant, voilà, la révolution syrienne, c'est un mouvement, une dynamique islamiste. Et c'est pour ça qu'elle concentre son aide sur l'ASL, qui est d'ailleurs combattue par l'État islamique d'Irak. Et donc, d'où le paradoxe, enfin, les paradoxes des accusations de Maliki, puisque Maliki accuse l'Arabie saoudite de financer l'État islamique d'Irak, alors que l'État islamique d'Irak est en lutte contre l'ASL financée par l'Arabie saoudite elle-même. Donc, il y a quelque chose d'incohérent. Karim Paxad. Oui, et ensuite, Nathalie Goulet. Oui, je pense qu'il faut résumer, à mon avis, la situation qui est facile. Allez-y, on va voir. L'Arabie saoudite se trouve dans une situation d'un État ou d'un gouvernement en crise. Crise d'identité. Crise d'identité. Son rôle, sa place dans la région est mise en question. Son allié principal, l'allié qui lui donnait l'apparence de la puissance, à savoir les États-Unis, commence à les lâcher en faveur de rivales iraniennes. Sa stratégie en termes d'influence
au travers des mouvements wahhabites, partout dans la région, s'est transformé à la création de Al-Qaïda, à tout ce qu'on voit. Donc l'Arabie saoudite, aujourd'hui, est dans une situation de crise, prend des décisions contradictoires. D'une part, il est en conflit, en crise avec le Qatar, et de l'autre part, il essaye avec Qatar de jouer un rôle en Syrie, par exemple. Et surtout, je donne un exemple et je m'arrête pour voir la contradiction de la politique d'Arabie saoudite en Syrie. Il y a 2 mois, on a assisté à un changement d'alliance, à la création d'un nouveau front en Syrie, et cela supposait qu'il faudrait donner une apparence de respectabilité à l'opposition syrienne. Alors qu'il fallait affaiblir l'État islamique d'Irak et le Levant l'éveil. Donc, ils ont appuyé sur une autre organisation proche d'Al-Qaïda qui s'appelle Al-Nusra. Al-Nusra, pour affaiblir l'autre organisation dit Al-Qaïda. Et hier, on a assisté que le même Al-Nusra est sur la liste noire. Donc, cela montre qu'on est devant un État où, bon, on a été décrit la situation interne, la succession, hein, voilà. On a bien compris, en tout cas, un État qui s'affaiblit, qui s'affaiblit donc qui s'affaiblit très nettement dans la région, face justement à cet Iran qui monte. Justement, et n'est pas étranger à la déclaration. Cette situation n'est pas étrangère à la déclaration de Maliki qui veut enfoncer davantage. Nathalie Goulet, est-ce qu'il faut que la France parle un peu plus à l'Iran ? On a le sentiment quand même que Paris, d'ailleurs on l'a vu dans les négociations sur le dossier du nucléaire iranien, était extrêmement intransigeant, notamment Laurent Fabius et donc François Hollande. Est-ce que vous pensez que la France devrait peut-être faire un peu plus d'efforts et plus se rapprocher des Iraniens, ou est-ce qu'elle doit maintenir cette position de fermeté ? Ça, c'est un point très sensible, puisque je travaille beaucoup sur ce dossier. Je voudrais juste terminer, parce que tout le monde a un peu parlé. Moi, je voudrais essayer pour au moins nos téléspectateurs, nos auditeurs. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Qu'on soit le Qatar ou qu'on soit l'Arabie saoudite, si la main droite finance le terrorisme et que la main gauche veut de la respectabilité, à un moment, la schizophrénie apparaît, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en clair. Peu importe sunnite, chiite, peu importe qu'on amène la Syrie, etc. La région est totalement déstabilisée par l'intervention de M. George Bush, qui de vous à moi a quand même été le terrorisme numéro 1 ces dernières années. C'est quand même lui qui a déstabilisé toute la région. Tu fais sourire Karim Sader. Oui, mais enfin, je veux dire, il faut quand même appeler un chat un chat. Et moi, je voudrais rendre un hommage vibrant à Jacques Chirac, qui nous a évité ce naufrage. Il faut quand même... Vous savez, les gens ont la mémoire d'un poisson rouge. On est loin depuis, hein. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, les gens ont la mémoire d'un poisson rouge. Là, c'est la politique qui parle. Oui, non, mais c'est important de rappeler quand même quelques évidences, des vérités, tout le monde les oublie. Bon, voilà, nous, on a évité l'Irak et c'est très bien comme ça. Donc, vous avez quand même des États un peu schizophrènes. Bon, et on le sait pour le Qatar, on le sait pour l'Arabie saoudite. Ce qui se passe avec les voisins, notamment avec les Émirats, c'est que les Émirats ont fondé une certaine réputation. Ils ne veulent pas d'extrémistes chez eux. Ils ont leur islam, ils respectent leurs traditions, ils ont leurs affaires, ils ont leur crédibilité, ils ne veulent pas d'extrémistes. Et donc tout le monde évite les extrémistes. C'est ce qui vient de se passer avec ce coup d'État diplomatique extrêmement important qu'il va falloir suivre de près. Maintenant, vous me parlez de l'Iran. Moi, je pense que Laurent Fabius n'aime pas beaucoup l'Iran. C'est clair. L'Iran est un pays difficile qui a perdu son image et sa crédibilité pendant des années, et les 8 dernières années du régime d'Ahmadinejad n'ont pas non plus aidé à rétablir. Le président Rouhani restaure l'image petit à petit, a reconnu la Shoah, etc. Moi, je crois très simplement que la France pourrait jouer un rôle de médiateur extrêmement important entre les pays du Golfe avec lesquels on est très amis, très liés, avec lesquels on a des contrats, avec lesquels on a une amitié ancienne, et l'Iran pour essayer de créer une zone de compréhension entre ces pays du Golfe Persique. Je crois que la France aurait un rôle à jouer parce qu'on n'est pas marqué par une politique pro-israélienne comme les États-Unis, on n'est pas non plus marqué par une politique pro-russe. Voilà. Donc on a une carte. Et notre politique arabe, permettez-moi de vous le dire, et je pense que vous ne me contredirez pas, notre politique arabe a totalement disparu corps et biens avec Jacques Chirac. Et on n'a plus de politique arabe, et c'est précisément le moment, peut-être, qu'on fasse renaître une politique dans cette partie du monde, parce que je crois qu'on a une carte identitaire à jouer qui serait sûrement extrêmement bienvenue, y compris pour notre économie,
y compris pour notre économie et surtout pour un rôle stratégique et diplomatique dans la région. Moi, Pour j'y crois l'économie, beaucoup. je crois que la France, elle a compris, en tout cas le MEDEF a compris, puisqu'ils ont accouru il n'y a pas très longtemps Oui, mais ils ont très bien joué la carte. à Téhéran. Roland Jacquard, je vois que vous réagissiez aussi à ce que disait tout à l'heure Nathalie Goulet, qui finalement disait, d'une certaine manière, l'Iran est plus respectable que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il y a une attente aux droits des hommes. Les femmes ne peuvent pas conduire. C'est relatif. Tout est relatif. C'est Oui, mais c'est relatif. quand même ce que vous avez dit. Vous avez Oui, dit c'est une nation, l'Iran, plus éduquée. Il y a une constitution depuis voilà. 1906, elle a été violée, respectée, mais c'est relatif, mais quand même l'état d'esprit n'est pas le même. Roland Jacquard. Moi, je ne veux pas m'en tenir à des considérations d'ordre intellectuel, culturel et tout, ou de droits de l'homme. Mais bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame la sénatrice. J'estime que tout n'est quand même pas parfait en Iran. Vous avez les Bassidji, oui, mais vous avez quand même les Bassidji, c'est-à-dire les gardiens de la révolution intérieure, qui ont quand même torturé pas mal de gens. C'est vrai. Il y a quand même le financement d'organisations pro-terroristes par l'Iran. Il y a quand même un double jeu iranien dans l'affaire des négociations sur le nucléaire. Et qui plus est, à l'heure actuelle, vous voyez les déclarations, par exemple, d'un des importants responsables du programme iranien au Japon. Il vient dire le réacteur d'Arak, c'est-à-dire le plus important dans la prolifération nucléaire, eh bien, il est hors sujet. Donc, je veux dire, et il y a des problèmes aussi internes en Iran, comme il y en a en Arabie Saoudite. Vous avez la force Al-Quds, les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, qui ne sont pas forcément d'accord avec le nouveau président, qui certes fait des efforts. Donc, je veux dire, moi, je mettrais tous ces pays-là, de ce point de vue-là, sur le même plan. Pour moi, ce ne sont pas encore des démocraties. Loin de là. Voilà ce que veut dire madame. Il ne faut pas confondre le peuple iranien et la civilisation persane, plusieurs fois millénaire, et le régime islamique de la République islamique d'Iran installé en 1979, qui, par son obscurantisme, n'a rien à envier à la théocratie saoudienne ou à la monarchie saoudienne. Mais il ne faut pas également confondre le régime iranien avec la société actuelle iranienne. C'est ce que vient de dire Karim Sader. Ouais. Justement, je voulais appuyer dans ce sens-là, c'est-à-dire que d'abord, je voulais vraiment donner mon opinion sur un point soulevé sur la politique française au moment des négociations de Genève sur le nucléaire iranien. Évidemment, la France avait une position extrêmement ferme dans ces négociations-là. À un moment donné, on avait même l'impression que la réunion va se terminer sans conclusion. Parce que la France, à la dernière minute, a demandé deux choses. D'abord, l'ouverture des installations Khoudoulou, ce sont des installations quasi clandestines dans les montagnes, etc. Et deuxièmement, la France a demandé que l'Iran n'installe plus de nouveaux centrifugeuses. Or, la France a obtenu gain de cause sur ces deux points-là. C'est la raison pour laquelle le texte de traité, enfin le traité provisoire entre les grandes puissances et l'Iran, c'est un bon traité. Maintenant, donc vous dites bravo à la France, elle a eu raison d'être ferme, si je comprends bien Karim Pagzad, parce que finalement on a peut-être plus obtenu des autorités iraniennes. Deuxième élément, je crains que maintenant, je crains que la France reste à traîne des autres pays occidentaux, y compris les pays européens. Ouais. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères quasiment de tous les pays européens se succèdent en Iran et les négociations entre l'Iran et les États-Unis progressent. Ils ne sont pas publics, mais progressent vraiment énormément. On va suivre évidemment ce dossier du nucléaire iranien. Très, très rapidement, un tour de table, quelques secondes. Est-ce qu'on peut imaginer le pire, c'est-à-dire un jour un face-à-face entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Roland Jacquard? Dans le monde d'aujourd'hui, on peut dire que tout pourrait être possible, mais je ne le crois pas. Je pense que ces affaires-là se régleront quand même, peut-être pas facilement. Et je pense qu'il y a des moyens de mettre tout le monde autour d'une table. D'ailleurs, il y a des discussions qui existent quand même. Et il y a un certain nombre de gens qui se parlent. Il y a des religieux qui se parlent, les hommes politiques qui se parlent. Donc je pense qu'on ne va pas vers un affrontement, une guerre par Arabie Saoudite-Iran. Non, je ne pense pas. Non. Karim Sader. Je pense que le qualificatif de guerre froide est tout à fait approprié parce que le conflit, il est là, mais il se joue dans différents foyers qui sont les caisses de résonance, le Liban, Bahreïn, l'Irak. Donc, quelque part, le conflit, il est en cours, sans affrontement direct, bien sûr. Et ce qui est intéressant de guerre froide, c'est parce que chacun a besoin l'un de l'autre, en fait, quelque part, pour exister. Karim Pagzad, un mot. L'Iran d'aujourd'hui ne vaut pas une guerre. Il a besoin de stabilité, de paix
pour se développer. L'Arabie saoudite n'a pas les moyens, ce ne sont pas quelques dizaines d'avions de chasse qui pourraient changer le rapport de force sur le terrain. Nathalie Goulet, un affrontement sunnite-chiite, enfin qui existe déjà quand même, il faut le dire, hein, dans la région. Non, je pense que la guerre froide est le bon terme. L'autre chose, c'est arriver à ce que l'Iran restaure la confiance. Et moi, je comprends très bien. J'ai pas du tout dit que c'était parfait, loin de là. Mais l'image est tellement abîmée, et il y a tellement de travail qu'il est normal qu'un certain nombre de personnes soient tout à fait prudentes avec le nouveau régime. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas refuser les mains tendues, parce que le président Rouhani lui-même a une opposition forte, et que si on veut que la paix progresse dans la région, ça ne pourra pas se faire sans l'Iran. L'Iran est le gardien de la paix partout où la Pax Americana a échoué. En Afghanistan, en Syrie et ailleurs, partout, et en Irak, partout où la Pax Americana n'a pas marché, c'est l'Iran qui sera le maître de la paix. Y compris en Arabie saoudite. Merci à tous les quatre d'avoir... Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Ça va vous intéresser, Nathalie Goulet, parce qu'il y a Karim Yaoui qui est sur le plateau et il va parler de politique française ce soir, qui a fait le buzz sur les médias sociaux. Bonsoir. Karim sur le même plateau. Ça fait beaucoup de Karim sur le plateau, c'est vrai. Il n'y en a jamais trop. Alors évidemment, on parle encore beaucoup de cette affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat. Sur le site du Lab notamment, avec cette question de la légalité et de la légitimité de ces écoutes. Alors cet éditorial signé j'allais dire Georges Duhamel, mais ce n'est pas Georges Duhamel, c'est Olivier Duhamel. J'avais failli dire Alain. Karim Duhamel, en plus. Alors en tout cas, cette question, elle est récurrente dans les médias français aujourd'hui. Ces écoutes, leur légalité n'est pas encore tout à fait prouvée, mais en tout cas, leur légitimité est clairement contestée. C'est ce qu'on trouve aussi sur le site du JDD avec la réaction du premier bâtonnier de Paris qui explique... Je vous demanderai un tout petit peu de silence. Un tout petit peu. Alors, on continue avec le JDD qui évoque le fait que le secret professionnel des avocats est un principe absolu. Alors, ces écoutes téléphoniques peuvent être évidemment exceptionnelles, mais lorsque l'infraction est avérée, et là on a le sentiment qu'elle ne l'était pas encore et qu'on présumait qu'elle allait peut-être être commise, c'est ce qui choque beaucoup d'avocats qui ont réagi. Alors, le site du Nouvel Observateur, eh bien, on trouve cet article d'Olivier Picard, qui est chroniqueur politique. Lui explique que cette affaire finalement pourrait se retourner contre le gouvernement et apporter un petit peu d'oxygène à Nicolas Sarkozy, qui a connu une semaine noire pourtant. Alors, cet éditorialiste... Qu'est-ce que vous vouliez dire C'est plus compliqué qu'au Moyen-Orient. Ouais, c'est presque plus compliqué qu'au Moyen-Orient. Alors, c'est un billard à 36 bandes. En tout cas, du côté du gouvernement, on est un petit peu sur la défensive avec cette affaire. Et finalement, Nicolas Sarkozy, d'après cet éditorialiste, a une grande qualité, cette incroyable capacité à se mettre dans la posture de la victime. Et l'éditorialiste continue en expliquant que les médias l'aident un petit peu, puisqu'il apparaît parfois comme un héros, notamment du côté de TF1, qui explique que cet homme a eu le courage de venir affronter une situation complexe en ne reportant pas ou en n'annulant pas cette visite du côté de Nice pour l'inauguration d'un centre contre la maladie d'Alzheimer. Le JDD en fait aussi presque un héros puisqu'on parle de la longue traque de Nicolas Sarkozy. Alors évidemment, du côté des proches et des très proches de Nicolas Sarkozy, on a Brice Hortefeux qui aussi est dans cette posture, dans cette logique-là, avec cette déclaration. Plus Nicolas Sarkozy incarne l'espoir, plus il est la cible exclusive de quelques-uns. Nathalie Goulet, c'est un héros, c'est une victime ? Ah, écoutez, c'est difficile à dire, mais le secret des avocats et le secret des communications, c'est quand même un des principes. Moi, je voudrais juste vous dire que j'ai un petit problème avec l'instruction médiatique. J'aime bien que l'instruction se fasse chez un juge d'instruction, qu'on respecte le contradictoire, qu'on respecte la présomption d'innocence. Je crains que cette affaire ne soit totalement finie, que le principe même du secret de l'instruction soit bafoué. Et c'est ce qui me dérange un peu, parce que ce qui intéresse les gens, c'est ce que disent les médias. Et que ce soit blanc ou noir, l'instruction doit se faire chez un magistrat instructeur. Donc, pour le reste, joker. En tout cas, c'est ce qui ressurgit dans ces articles. Ça a choqué beaucoup d'avocats.
Merci beaucoup Karim, on vous retrouve un peu plus tard pour votre chronique. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, merci à vous de l'avoir suivi et je vous retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris. On se retrouvera avec Karim aux environs de 19h50. Très belle soirée.